J'observe avec un intérêt particulier ce moment singulier de l'histoire constitutionnelle américaine où les défaites judiciaires successives d'un ancien président sont interprétées par beaucoup comme des symptômes de crise, alors qu'elles constituent en réalité la preuve la plus éloquente que les mécanismes de contrôle institutionnel fonctionnent exactement comme les architectes de la République l'avaient prévu. Cette confusion n'est pas innocente. Elle révèle une érosion plus profonde de notre compréhension collective de ce qu'est réellement une république constitutionnelle et pourquoi elle fut conçue précisément pour résister aux ambitions de ceux qui, jouissant d'un soutien populaire considérable, pourraient être tentés de transcender les limites que la loi fondamentale impose à tous. Lorsque la Cour suprême rejette l'appel final de Donald Trump dans une affaire qui captive l'attention médiatique, le récit dominant se concentre invariablement sur la personnalité, sur la victoire ou la défaite politique, sur les implications électorales immédiates. Ce cadrage manque l'essentiel, car ce qui se joue dans ces décisions judiciaires n'est pas tant le destin d'un homme que la validation silencieuse d'un principe que les pères fondateurs considéraient comme non négociable. Aucun individu, quelle que soit sa popularité ou son influence, ne se situe au-dessus des institutions qui définissent et limitent le pouvoir. Le fait que cette évidence doive être rappelée en 2025 témoigne moins de la fragilité de nos institutions que de l'affaiblissement de notre culture civique, cette compréhension partagée des principes qui rendent possible le gouvernement limité. Je suis persuadé que nous assistons à un test de résistance institutionnelle dont l'importance historique ne sera pleinement appréciée que dans une génération. Les Federalist Papers, particulièrement les numéros 47 à 51 rédigés par Madison, reposent sur une anthropologie politique réaliste. Les hommes ne sont pas des anges, et ceux qui exercent le pouvoir chercheront naturellement à l'étendre. La séparation des pouvoirs, les contre-pouvoirs, l'indépendance judiciaire ne furent pas conçus pour empêcher des tyrans évidents de s'emparer du pouvoir, mais pour contraindre les dirigeants légitimes, élus démocratiquement, à respecter des limites, même lorsque ces limites contrarient leur volonté et celle de leurs partisans. C'est précisément ce que nous observons aujourd'hui, et le fait que le système fonctionne devrait nous rassurer plutôt que nous alarmer. Pourtant, l'alarme domine le discours public. Une partie significative de l'électorat interprète ces défaites judiciaires comme la preuve d'une justice politisée, d'un État profond déterminé à entraver la volonté populaire. Cette réaction n'est pas surprenante dans une culture politique où la légitimité démocratique a progressivement absorbé toute autre forme de légitimité, y compris la légitimité constitutionnelle. L'idée qu'une élection puisse conférer un mandat tout en laissant intactes certaines limites procédurales et substantielles devient contre-intuitive dans un environnement où la victoire électorale est présentée comme une licence morale illimitée. C'est là que réside le véritable danger. Non dans les décisions judiciaires elles-mêmes, mais dans l'érosion culturelle qui rend ces décisions incompréhensibles ou intolérables pour des millions de citoyens. La réalité institutionnelle que nos tribunaux défendent est simple mais exigeante. Un président dispose de pouvoirs considérables définis par l'article 2 de la Constitution. Ces pouvoirs sont réels, substantiels et légitimement exercés dans leur sphère appropriée. Mais ils ne sont ni illimités ni autodéfinis. Le président ne décide pas unilatéralement de l'étendue de ses propres prérogatives. Cette détermination appartient à un système de contrôle mutuel où le Congrès légifère, l'exécutif applique et le judiciaire interprète et arbitre les conflits. Lorsqu'un ancien président conteste devant les tribunaux les limites imposées à ses actions ou à sa conduite et que ces tribunaux statuent contre lui, ce n'est pas une persécution, c'est le système fonctionnant exactement comme prévu. La confusion de ces deux réalités distinctes constitue une régression civique inquiétante. Considérons la dimension du caractère culturel dans cette équation. Une république constitutionnelle ne peut survivre uniquement grâce à ses structures formelles. Elle requiert ce que Tocqueville appelait les mœurs,
ces habitudes du cœur et de l'esprit qui disposent les citoyens à accepter les limites, à respecter les procédures, même lorsqu'elles produisent des résultats décevants, à distinguer entre légitimité politique et omnipotence politique. Cette disposition vertueuse ne peut être imposée par la loi. Elle doit être cultivée par l'éducation, renforcée par l'exemple des élites et transmise comme un héritage culturel. Or, nous avons systématiquement négligé cette dimension pendant des décennies, privilégiant une conception purement procédurale de la démocratie où seul compte le résultat électoral, indépendamment des vertus qui rendent ce résultat légitime et stable. Le piège des incitations structurelles aggrave cette dynamique. Les hommes politiques modernes opèrent dans un environnement médiatique qui récompense l'indignation, la transgression des normes et la mobilisation tribale. Accepter publiquement une défaite judiciaire avec grâce, reconnaître les limites légitimes du pouvoir, expliquer patiemment pourquoi certaines choses ne peuvent être faites même si elles sont populaires, ces comportements vertueux ne génèrent ni clics, ni donations, ni enthousiasme partisan. Au contraire, ils sont perçus comme de la faiblesse. Dans ce contexte, le dirigeant rationnel maximise son soutien en contestant l'autorité des institutions qui le contraignent, en mobilisant ses partisans contre les juges qui statuent contre lui, en transformant chaque limite procédurale en preuve d'une conspiration. Cette logique est impeccable du point de vue de l'intérêt politique à court terme et catastrophique du point de vue de la santé constitutionnelle à long terme. Permettez-moi d'illustrer ce point avec une observation concrète. Lorsque la Cour suprême, composée de juges dont 3 furent nommés par Trump lui-même, rejette ses appels dans certaines affaires, ce rejet démontre quelque chose de fondamental sur la nature de l'indépendance judiciaire américaine. Ces juges ne sont pas des agents politiques loyaux à celui qui les a nommés. Ils sont des interprètes de la loi qui, une fois confirmés, jouissent d'un mandat à vie précisément pour les isoler des pressions politiques. Le fait que des juges conservateurs statuent contre un président conservateur sur des questions de procédure ou de compétences juridictionnelles n'est pas une trahison. C'est le système accomplissant sa fonction essentielle. Cela devrait être célébré comme une victoire de l'État de droit sur la politique partisane. Qu'une telle célébration soit largement absente du discours public, remplacée par des accusations de déloyauté ou de complicité avec l'opposition, révèle à quel point notre compréhension institutionnelle s'est dégradée. Le risque que personne ne souhaite consciemment, mais auquel tous contribuent, est celui d'une érosion cumulative de la légitimité judiciaire. Chaque fois qu'un camp politique dénonce les tribunaux comme partisans lorsque leurs décisions lui sont défavorables, tout en les louant lorsqu'elles lui conviennent, il sape l'idée même qu'il existe un arbitre neutre au-dessus de la mêlée politique. Cette délégitimation est progressive, presque imperceptible d'une année à l'autre, mais ses effets sont cumulatifs. Nous nous dirigeons vers un point où une portion significative de la population ne reconnaîtra l'autorité judiciaire que lorsqu'elle coïncide avec ses préférences politiques, ce qui équivaut à ne pas la reconnaître du tout. Une fois ce seuil franchi, la Constitution devient un simple texte dépourvu de force contraignante réelle, et nous entrons dans un régime où seule la force politique brute détermine les résultats. Ce n'est plus une république constitutionnelle, c'est une démocratie plébiscitaire avec un vernis institutionnel décoratif. 3 futurs se dessinent devant nous. Le premier est celui d'une restauration graduelle de la compréhension constitutionnelle où les élites politiques des 2 camps redécouvrent l'intérêt mutuel à maintenir des limites institutionnelles qui protègent chacun lorsqu'il se trouve en minorité. Cette restauration nécessiterait un leadership courageux, prêt à sacrifier des gains politiques immédiats pour préserver la structure de long terme et une base électorale suffisamment éduquée pour récompenser plutôt que punir un tel courage. Les probabilités ne sont pas favorables, mais l'histoire a connu des retournements plus improbables. Le second futur est celui de la dérive,
ou nous continuons sur la trajectoire actuelle, sans catastrophe immédiate, mais avec une dégradation constante. Les institutions formelles demeurent intactes, les élections se tiennent, les tribunaux rendent des jugements, mais la culture civique qui donne vie à ces formes continue de s'appauvrir. Nous devenons progressivement une démocratie procédurale sans l'éthos républicain qui transforme ces procédures en gouvernement limité et respectueux des droits. Ce scénario est peut-être le plus probable car il ne requiert aucune décision consciente, seulement l'inertie et l'indifférence. Le troisième futur, que je mentionne sans dramatisation excessive mais avec sobriété, est celui d'un effondrement institutionnel où la légitimité constitutionnelle s'évapore complètement, remplacée par une logique purement majoritaire où chaque changement de pouvoir entraîne une restructuration radicale des règles du jeu pour avantager le vainqueur temporaire. Dans ce scénario, les défaites judiciaires ne sont plus acceptées mais contournées. Les normes ne sont plus respectées mais instrumentalisées. Et la Constitution elle-même devient un champ de bataille plutôt qu'un terrain neutre. Ce n'est pas une prédiction, mais une possibilité qui mérite d'être prise au sérieux par quiconque connaît l'histoire des républiques déchues. Ma conclusion n'est pas prophétique, mais normative. Les défaites judiciaires de Trump confirment la solidité constitutionnelle, non parce qu'elles sanctionnent un individu particulier, mais parce qu'elles démontrent que les limites institutionnelles conservent leur force contraignante même face à une opposition politique massive et à une pression populaire considérable. C'est précisément pour de tels moments que ces institutions furent conçues. Notre tâche collective n'est pas de célébrer ou de déplorer ces résultats selon nos préférences partisanes, mais de reconnaître leur signification constitutionnelle profonde et de cultiver les vertus civiques qui permettront aux générations futures de maintenir ce que nous avons hérité. L'alternative est une liberté diminuée pour tous, quelle que soit l'étiquette politique sous laquelle cette diminution se produira.